Audrey, je crois que le roi Charles III est au Canada. Il est au Canada? J'ai vu ça, oui. Ben voyons. J'ai vu passer ça dans l'actualité. Visite éclair de 24 heures. Hier, il a été accueilli par une foule en liesse. Non représentatif du sondage là, qui disait qu'on est détaché de la monarchie. Oui, rappelons que c'est 9 personnes sur 10 qui ne se reconnaissent plus dans la monarchie, 50 Ouais, mais en même aussi, temps, 36 sont contents que le roi vienne. Donc c'est un peu... C'est peut-être les 36 ils nous qui représentent étaient pas, là. ouais, ils nous représentent pas, mais on est content que M. Carney l'ait invité. Une vedette en ville. Mais c'est ça. Je pense que Tu c'est le dis ça. à la blague, mais c'est comme le star power. Là, Ben tu sais. oui. Tout le monde le connaît. Il y a quelque chose avec Charles III. T'étais là. Comme disent les jeunes, il est famous. Oui, puis les gens espéraient pouvoir lui toucher, lui parler. Donc, il y avait quand même une foule assez pour impressionnante. plusieurs, ils ont eu raison de vouloir ça parce qu'il y a vraiment eu un contact bain de avec foule. les gens, un vrai bain de foule, puis il avait l'air content d'être là lui aussi. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il pourrait y avoir autant de monde aussi parce que là, il va se diriger vers le Sénat pour le discours du trône sur la rue Wellington. C'est un parcours d'un peu moins d'1 kilomètre là, qu'il va parcourir. Et, Ils nous disent dans quel véhicule? Le le Landau. Landau. Oui, le Landau. Le Landau. Authentique. Le Landau canadien. Authentique. Authentique. Oui. Landau est noir. Il n'y a pas de... Je préviens les Fioriture. gens... Il n'y a pas de pierre précieuse. Si vous avez en tête le carrosse que vous avez vu en Angleterre, là, qu'il y a quasiment les diamants partent au vent, c'est pas ça. Là. Au Canada, c'est propre, là, mais c'est une voiture à cheval. Propre, belle. On l'aurait utilisé peut-être. Oui. L'économie circulaire. Ouais, Oui, une donc, voiture entourée de 28 chevaux de la Rien de moins. Gendarmerie royale du Canada. C'est un Landau quand même construit en Australie en 1890, ceci dit. Donc, je le disais, il va parcourir... On n'a même pas construit notre voiture à cheval nous-mêmes. On veut établir la souveraineté du Canada avec un Landau australien. Ça va mal à la chatte. Bon, oui, excuse-moi. Donc, il va se diriger de l'édifice de la Banque du Canada jusqu'au Sénat, où là, il va prononcer le discours du trône. Il risque d'avoir foule, encore une fois, sur place, là, le long du chemin. C'est seulement la 3e fois dans l'histoire canadienne qu'il va livrer, que le monarque, finalement, va Les livrer deux autres fois, l'exercice. c'était sa mère. Exactement, c'était la reine Élisabeth en 57 et en 1977. C'est quand même hautement symbolique, évidemment. C'est la raison pour laquelle Mark Carney l'a invité pour contrer les menaces annexionnistes du président américain. Et hier, vraiment, on a parlé là, de ce bain de foule. Il y avait plusieurs centaines de partisans et de curieux qui étaient sur place. Donc, ça risque d'être une grosse journée. Et j'ai sorti quelques chiffres, Mario, sur les coûts de la monarchie. Oui. Ça nous coûte quand même, quand on disait là, que 9 personnes sur 10, selon un sondage, ne se reconnaissent plus là-dedans. Ça nous coûte cher aussi. Près de 71 millions de dollars aux contribuables québécois et canadiens en 2023-2024. C'est 10 de plus qu'il y a 5 ans. Et lors de la dernière visite du prince Charles, c'était en 2022, il y avait 53 personnes qui étaient venues avec lui pour un voyage de 3 jours. Ça avait coûté 2 millions de dollars quand même. C'est pour ça que c'est éclair, là, cette année. On coupe sur le budget, là. 24 ans, ça va coûter moins cher. C'est sûr que ça va coûter moins cher. Mais l'idée, oui, ça coûte cher ou ça coûte quelque chose, mais ce que les gens semblent oublier parfois, c'est que, mettons que tu te dis, OK, là, on sort d'un régime monarchique, on va avoir un régime présidentiel, un autre régime politique, comme il y en a dans d'autres pays, mais ce ne sera pas gratuit non plus. Là. Je veux dire, il va y avoir un autre chef d'État ou un président ou un autre système politique. Puis là, je mets de côté la complexité de faire le changement puis les discussions constitutionnelles. T'en as pour des années là, avant de s'entendre entre les provinces puis les nations autochtones sur qu'est-ce qu'on veut comme nouveau système politique. Mais une fois que tu vas l'avoir, ça sera pas gratuit. Là. Je veux dire, tu vas avoir un autre représentant qui, à un moment donné, va être invité aux funérailles du pape ou du président d'un pays, puis tu vas payer l'avion puis la sécurité. Puis, ça sera pas gratuit. Ceci dit... Je reviens sur le discours du trône, parce que dans le fond, c'est la raison de sa visite. Je me permets quand même de préciser aux gens que, au-delà du fait que c'est le roi qui le lit, là, c'est quand même le programme du gouvernement Carney pour les prochaines années. C'est-à-dire que la forme a pris tellement de place, ou la personne qui le lit et la forme a pris tellement de place qu'on oublie qu'à la base, le discours du trône, c'est Mark Carney qui l'a écrit. Puis ce qu'il y a là-dedans, c'est qu'est-ce qu'il a l'intention de faire pour son mandat. Là. C'est ça le discours du trône. Oui, il va être lu par... Peut-être avoir un petit mot plus personnel au début. Oui, il là. peut rajouter de son cru un mot, mais il faut que ce soit très, très, très apolitique. On dit si le roi rajoute un mot de son cru, il faut qu'il soit certain que personne va être contre ça ou qu'aucun, mettons, des partis d'opposition vont dire ça n'a pas de bon sens ce qu'il a dit. Il faut que ça soit... faut que ça fasse consensus. Oui, hyper général et rassembleur. Mais c'est donc très important ce qu'il va dire aujourd'hui.
Oui, c'est très important, mais c'est pas lui qui l'a écrit. Non, tu comprends? exact, parce que c'est les mots de Carney. Parce qu'au Québec, on fait plus ça. Au Québec, ça doit faire une quarantaine d'années, je sais peut-être même un peu plus. On a remplacé le discours du trône, on appelle ça le discours inaugural. Donc, on a toujours ce discours en début de session, le gouvernement annonce ses intentions, mais il n'est plus lu par le lieutenant-gouverneur. Donc, le lieutenant-gouverneur va venir à l'Assemblée nationale pour respecter la Constitution canadienne, va faire un petit discours sympathique pour dire, mettons qu'on est en récession, il va dire, il faut s'occuper de l'économie, de quoi, là, personne ne peut être pas d'accord avec ça. Puis, il va laisser le premier ministre lire lui-même son discours inaugural. Donc, c'est le premier ministre qui annonce ses propres intentions, là. C'est lui qui l'écrit, c'est lui qui le lit. Alors qu'au fédéral, on a gardé la tradition que c'est le gouvernement qui l'écrit, mais c'est le gouverneur général qui le lit. Puis, le gouverneur général étant le représentant du roi ou de la reine au Canada, mais il est permis que le souverain lui-même vienne le faire, là, ce qui a été fait pour la 3e fois dans l'histoire aujourd'hui. Bon. On a eu beaucoup de grèves ces derniers temps au Québec. Est-ce qu'on va en avoir une autre demain dans la construction résidentielle? Mercredi minuit, c'est la menace qui pèse actuellement et ça toucherait quand même énormément de chantiers. Là. C'est 44 000 maisons en ce moment qui sont en construction, résidences qui pourraient être affectées par cette grève-là. Donc, évidemment, on essaie de l'éviter le plus possible. Et là, la PCHQ qui a déposé une nouvelle offre majorée à l'Alliance syndicale hier soir. On ne connaît pas les détails de cette nouvelle offre. On dit que c'est une offre exploratoire de la part de la partie patronale. On souhaite une réponse, on s'attend une réponse des syndicats dans la journée pour Forcément. éviter En fait, est-ce cette que ça grève-là. serait suffisant pour relancer des négociations minimalement? Parce que Pour suspendre la grève, pour... Parce que la semaine passée, c'est-tu mercredi matin, le syndicat avait fait une espèce de proposition ultime en disant c'est à prendre ou à laisser. Là, soumettez-la à vos membres. La PCHQ a dit non, nous, on marche pas de même. Donc là, c'est comme l'ultime tentative pour éviter la grève à minuit. Est-ce que c'est une offre de la dernière chance? On ne le sait pas, on verra, mais en tout cas, les syndicats, je vous rappelle, qu'ils demandent 24,35 sur 4 ans d'augmentation. Il y a d'autres syndicats dans le secteur de la construction là, industrielle, notamment institutionnelle, qui ont déjà conclu des ententes avec des augmentations qui totalisent 22 sur 4 ans. Mais pour lesquels on a beaucoup dit, une grosse partie de ces joueurs-là, des employeurs, ont accepté les offres parce qu'ils travaillent pour le gouvernement. Ils rénovent des hôpitaux, ils rénovent des écoles, ils rénovent des routes. Puis à qui ils refilent la facture des augmentations de salaire? Tout simplement aux contribuables. Le prochain appel d'offres, si on paye les employés, cette année, c'est 8 %. Mais on va tout augmenter. On va augmenter nos coûts de main-d'œuvre de 8 % puis on leur fait le contribuable. Et c'est là que c'est plus compliqué dans le résidentiel. Parce que dans le résidentiel, il n'y a plus d'intermédiaires, il n'y a pas d'autres joueurs que le ménage, le couple ou le jeune couple qui va acheter la maison à la fin. C'est eux qui vont payer. Il n'y a pas d'autres, t'as pas d'autres joueurs dans le paysage que l'acheteur de la maison qui va devoir payer ce que ça a coûté la construire. Là. D'ailleurs, cette semaine, je faisais une entrevue avec des ménageurs qui m'expliquaient qu'en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes liées à cette possible grève dans la construction. Et pour ceux qui ont des entrepôts, les résidents, les ménages qui ont acheté des maisons ne sont pas certains d'avoir leur maison à temps, donc entreposent leurs meubles. Donc là, ils sont en train de déborder. Dans les entrepôts. Et les déménageurs, eux, le téléphone ne sonne pas assez parce que les gens attendent d'être sûrs avant de réveiller. Fait que là, ça a des conséquences quand même collatérales, tout ça. Donc, on va croiser les doigts là, pour que ça puisse se régler. Et pendant ce temps-là, dans la construction, on s'interroge sur ces travailleurs sans diplôme. Oui, exactement. Ils sont en augmentation, les travailleurs sans diplôme dans la construction actuellement. Là. On dit quand même que c'est un bond de 32 sur une dizaine d'années de travailleurs. C'est 75 des nouveaux travailleurs de la construction qui sont sans diplôme. À la base, c'était pour répondre à un besoin urgent de pénurie de main-d'œuvre. Mais là, ça vient que c'est problématique aussi parce qu'on dit quand même que la majorité de ces personnes-là, 40 des non-diplômés quittent l'industrie après 5 ans. C'est 24 chez les employés qui sont diplômés. Donc, ils apprennent sur le tas, en bon français, comme on dit. Donc là, ce qu'on veut, c'est essayer de donner davantage de formation. On dit que depuis quelques années, c'est plus de 80 000 travailleurs qui ont intégré l'industrie de la construction sans formation. C'est quand même beaucoup. Donc, c'est une nouvelle étude là, qui est qualifiée de préoccupante. Là, et face aux besoins de main-d'œuvre, oui, on a fait rentrer des travailleurs sans formation, mais on a aussi dit qu'il faut avoir plus de femmes. Il faut recruter plus de femmes. Ça se passe pas toujours bien. Ça se passe pas toujours bien. D'ailleurs, encore un chiffre par rapport à ce sondage-là. Chez les femmes, c'est 50 qui quittent
ceux qui sont sans diplôme, là, qui quittent après 5 ans. C'est signe que c'est pas nécessairement facile dans l'industrie de la construction. Puis on en a un exemple sur un chantier de Varennes. C'est une femme qui travaillait là, une briqueteuse maçonne. C'était la seule femme au sein de l'entreprise. Elle a subi du harcèlement sexiste. On lui a dit, entre autres, qu'elle n'était pas faite pour ce métier-là, que c'était pas un métier pour une fille, qu'elle devrait même se réorienter vers la pose d'ongles. Donc, elle a été harcelée. Elle a fini par quitter le chantier en pleurs. On l'a congédiée. Elle est allée devant le tribunal administratif du travail et le juge a jugé en sa faveur, finalement, a déclaré que son congédiement était lié à son harcèlement, à ce qu'elle avait subi. On a ordonné à l'entreprise de la réintégrer. Elle ne souhaitait pas y retourner. On la comprend, là, vu ce qu'elle avait vécu. Alors, on a demandé à l'entreprise de lui verser une compensation donc, de 38 000 $ à cet employé-là. C'est quand même, de la part du juge, je dirais, une décision, genre de ce qu'on appelle une décision exemplaire, là. Mais il y avait eu une campagne il y a une couple d'années, je me souviens d'avoir fait des entrevues, puis c'était... Tu sais, on fait des jokes plates de chantier, on les imagine, là. Mais tu dis, OK, mais des femmes racontaient, c'est omniprésent tous les jours, là. Tous les jours, c'est la construction. Comme si des gars s'habituent pas ou peuvent pas se faire à l'idée. Et ça revenait. Ça, c'est, disons, le harcèlement parce que t'es une femme au travail. Là, on met de côté le harcèlement plus tannant encore, là, tu sais, le harcèlement sexuel ou autre. Donc, espérons que l'industrie de la construction, avec des exemples là, comme ceux-là, les gens vont se moderniser un petit peu dans leur pensée. Et on est dans les négociations avec les médecins. On en appelle aux patients. Oui, et ça inquiète les patients, ce qui se passe en ce moment avec ce projet de loi déposé pour, d'ailleurs, les consultations qui vont s'amorcer là, aujourd'hui pour ce projet de loi 106. Et là, il y a des cliniques qui font appel aux patients. On leur demande de faire pression sur le gouvernement pour leur expliquer les conséquences. Ce qu'on leur a dit, entre autres, c'est que la priorisation des patients selon un code de couleur, ça signifie que l'accès aux médecins de famille pourrait être compromis si les cliniques sont contraintes de prioriser d'autres patients qui leur seraient assignés. Donc là, ça inquiète les patients, finalement, les clients. Je vous rappelle que c'est quand même les médecins ceux qui ont 60 ans et plus ont dit qu'ils allaient prendre probablement leur retraite plus tôt si jamais ce projet de loi était adopté. Donc là, c'est ça, il y a des cliniques qui font appel aux patients. On veut qu'ils mettent de la pression sur le gouvernement pour qu'ils reculent en quelque sorte. Ouais. Ben moi, j'ai un malaise quand même avec les cliniques qui font faire de la politique à leurs patients. 2, je voyais le collège des médecins. Là, on parle... Là, les patients pourraient être mis en danger par la loi. OK, mais j'ai le goût de dire au Collège des médecins, les patients ne sont pas mis en danger présentement par l'impossibilité d'avoir accès aux soins, l'impossibilité de voir un médecin quand ils sont malades. Mais c'est comme... Il y a un livre qui a été écrit il y a une couple de mois là, sur le mammouth de la santé puis qui raconte toutes les réformes depuis 30 ans, 40 ans même, et qui dit à chaque fois, les réformes se sont faites administratives, sur les infirmières, les fonctionnaires, les structures. Mais quand on est arrivé à la partie médecin, les gouvernements ont toujours reculé. Et là, on est en train de voir... François Legault a dit, moi, je reculerai pas. Moi, j'appuie Christian Dubé. Mais on est en train de voir... C'est comme un rappel, OK? Les gouvernements précédents, on dit, ils n'étaient pas courageux. Non. C'est l'ampleur de la fronde. Quand les médecins s'organisent là, pour infléchir l'opinion publique, quand le lobbying des médecins embarque, puis là, le collège qui est censé être là pour défendre le public, c'est comme la grosse machine des médecins se met en marche. Là, on va voir si le gouvernement de la CAQ va tenir son bout, mais là, ils subissent la pression pleinement. Nouvelle formule au bye-bye. On a eu hier un peu... il me semble qu'il est tôt quand même. C'est-tu normal? Oui, mois de mai, on parle du bye-bye? Oui. Tranquillement, on commence... C'est moi qui n'ai pas habitué. Ben, c'est qu'on fait plusieurs annonces dans l'année. Donc là, on savait que Simon Liefecto a quitté. Là, on veut annoncer les nouveaux visages aussi. On veut rebrasser la soupe. Mais c'est qui le nouveau producteur? Là, c'est qu'il y a plusieurs... Au fait, il y a 2 personnes qui vont superviser l'écriture. Donc, Suzy Bouchard, qui est derrière Gâté pourri, et Julien Corriveau, qui est entre autres derrière Club Soli, Les Appendices. Et il y aura 4 réalisateurs. Donc là, c'est vraiment un travail de plusieurs mains où on veut éclater les genres, faire plus des petits sketchs. Chacun va travailler dans ses idées. 4 façons de voir les choses de façon différente. D'après moi, tu sais, le dernier Bye-Bye a été mal perçu, donc on veut peut-être juste essayer de moderniser.
l'affaire. Mais il y a eu des critiques plus négatives qu'à l'habitude, peut-être. Quoique c'est un sport national de critiquer le bye-bye. Mais donc, dans les réalisateurs, on a François Chagnon, Alec Pronovo, Pascal Lheureux et Isabelle Garneau qui vont travailler chacun dans leur cellule. Il y a beaucoup de comédiens qui ont été annoncés aussi, donc probablement moins de caméos, ce qu'on appelle des personnages qui viennent juste faire une petite apparition. Donc, cette année, pour le 50e, Antoine Bertrand, Anne Dorval, qui est de retour, elle qui avait dit qu'il voulait plus en faire, Stéphane Rousseau, Catherine Levac, Virginie Fortin, Patrick Emmanuel Abélard, Sinem Cara qui a gagné la dernière saison de Big Brother. Le seul qui a été rescapé des autres années, c'est Pierre-Yves Roy Desmarais. Il y a des incendies puis des inondations. On pourrait croire que ça s'annule, mais non. Il y a plein d'espèces en voie d'extinction. Les abeilles, les tigres et les gens courtois sur les routes. Je l'aime assez. Puis, tu sais, je trouve que dans les choix aussi, on a des anciens qui ont fait fureur. On se rappelle d'Anne Dorval, entre autres, dans un de ses personnages qui a été marquant avec la coupe Longueuil. On l'appelait crotte de nez. Et ça a fait réagir à l'époque. Quel service de transport est le premier de sa catégorie pour son attitude condescendante? Stéphane. Uber. Oui, mais la bonne réponse, il faut la dire juste à la fin, Stéphane. C'est clair pour tout le monde? Ouais, OK. Quel service de transport a le lobby le plus puissant? Uber. Les gars, à la prochaine question, vous répondez n'importe quoi, sauf Uber. Même pas obligé d'être un mot, là, ça peut être un bruit ou juste une face. OK? OK. Quel service de transport fait semblant de faire de l'économie de partage tout en ne payant pas un sou d'impôt? Uber. Tabarnak! Hey, c'est Uber! C'était pas grand-chose, mais ça avait fait réagir. Antoine Bertrand, c'est sûr que c'est impossible de passer à côté de son imitation de Miley Cyrus. Je peux le faire, je peux être vulgaire des fesses. J'en ai plus que toi. À la quincaillerie, je prends des poses sexy en lichant des outils. Je peux même faire du cheval sur une boule en métal comme une danseuse de Laval. C'est pour faire vendre des tounes banales. T'es obligé de te foutre à poil et twerker comme un animal. Ben moi ça... Ouais, ça, c'était Ça, épique, là, là. j'y pense à chaque année. Faut dire que tous les noms qui ont été nommés là-dedans, ils ont tous fait, tu sais, le cœur à ses raisons, Like-moi, les bobos, Ils ont SNL. tout fait rire à différents moments. Oui, là. puis ils ont l'habitude. Je pense que de rebrasser la soupe, c'est une belle idée. Simon-Olivier Fecteau avait fait du bon travail, a quitté après 9 ans. Mais c'est un peu risqué, le 4 réalisateurs, Oui. chacun. Il y a un danger que ça fasse une courte pointe avec Oui. les couleurs. Puis que ça qui se fitent ressemble pas. pas. Là. Ça, t'as raison. Autant ça peut être créatif, autant on peut trouver que c'est décousu. C'est vrai que c'est dangereux. On l'a vu dans certains Moi, je commence à épisodes. critiquer le bye-bye 7 mois avant. Mais je trouve que... Ça va-tu être banal, ceux qui vont le critiquer le lendemain? Là? Je pense que oui, parce qu'on a mis la table à cube. Mais ce que je trouve difficile dans leur cas à eux, c'est que l'actualité va tellement vite. Si tu commences à tourner des sketchs en août, des fois, ça peut être passé date rapidement. Puis, tu sais, avec le théâtre, par exemple, où c'est un petit peu plus mobile, ça coûte cher. On en a parlé hier avec Star Academy et La Voix. Les budgets sont plus les mêmes. Souvent, on veut garder ce qu'on appelle les lost leaders, donc garder des émissions qui sont pas payantes, mais qui À Radio-Canada, attirent. les budgets vont être les mêmes parce que M. Carnet va leur donner 150 millions. Ah oui? Ben oui, M. Carnet a promis ça. Ben peut-être que le bye-bye va comme bénéficier de ça. Refléter ça. Ben peut-être, ouais, on ne sait peut-être, pas. Peut-être.